Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Alison, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Alors dans cet épisode, nous allons parler de production audiovisuelle responsable, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Alors moi, je suis une ancienne directrice de production, pas que en publicité d'ailleurs, pas que en communication. J'ai fait 10 ans quasiment de télévision de flux. Donc télévision de flux, c'est tout ce qui est émissions de divertissement, voilà, bon, beaucoup pour M6, etc. Et donc j'étais à la production. Ensuite, j'ai un peu dérivé en publicité. Donc pendant 4 ans, j'ai fait de la production, j'étais directrice de prod. Et puis voilà, est arrivé un temps où j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions et de mettre un peu plus de responsabilité dans ma vie perso. Et donc j'ai fini par me former à l'éco-responsabilité. J'ai un peu dévié parce que j'arrivais pas à mettre de l'éco-responsabilité dans mon métier de tous les jours. Donc j'ai décidé de me former. Et derrière ça, j'ai fondé une société qui s'appelle A Better Prod, qui est une société de conseil en production audiovisuelle responsable. Super intéressant. Tu as fait quoi comme formation du coup en éco-responsabilité ? Alors j'ai fait une formation courte et en fait t'as raison de me poser la question parce qu'à l'époque, donc c'était en 2018, il n'existait rien du tout sur l'audiovisuel responsable. C'est pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis. En fait, je me suis formée à l'événementiel responsable. Je cherchais un peu ce que j'avais envie de faire et je me suis dit allez, en sortant de cette formation, soit je deviens directrice de prod de Wheel of Green. Oui, au hasard. Évidemment, je vise grand. Et puis en fait, je me suis dit non, je vais plutôt me servir de ce que j'ai appris pendant cette formation et je vais le mettre dans mon quotidien. Je vais essayer de le mettre dans la publicité et dans l'audiovisuel en général. Ouais, aller transférer ses compétences dans ton secteur. Exactement, et puis me servir aussi de ces 14 ans d'expérience que j'avais, et voilà, et le mettre au profit d'autres choses qui avaient plus de sens pour moi. Donc j'ai pas complètement changé de métier, j'ai juste un peu réorienté et mis un peu plus de sens dans ma vie professionnelle. Je comprends. Sur le site de A Better Prod, tu parles de conseils en éco-socioproduction. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement ? Alors, on va accompagner le secteur de l'audiovisuel, donc que ce soit publicité, télévision de flux, divertissement, etc., ou même la fiction, hein, des films, des séries. On va accompagner tout le secteur dans sa transition environnementale et sociale et sociétale. En fait, on va faire en sorte d'avoir toujours ce nouveau prisme en tête, et donc on va aider les sociétés de production, les équipes de tournage notamment, mais aussi un peu en amont, en préparation, à essayer de trouver des solutions plus vertueuses pour produire, parce que c'est quand même assez énergivore comme secteur. Donc voilà, on va essayer d'améliorer les pratiques. Selon toi, c'est quoi les bénéfices d'une production éco-responsable ? Alors déjà on a il y a plein de choses positives hein, pour une production responsable. Déjà, c'est quelque chose de très vertueux, donc on met un peu plus de sens dans ce qu'on fait, c'est pas mal. Mais il y a aussi plein de réglementations en fait aujourd'hui. Donc si on prend que le secteur de la pub qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être se mettre en conformité avec la loi climat, avec certaines interdictions qu'on a aussi. Par exemple, on n'a plus le droit. Il y a une disparition progressive des groupes électrogènes dans la ville de Paris, donc on est obligé de changer un peu nos pratiques. Ou juste il y a des obligations légales aussi d'entreprise pour le tri des déchets par exemple, et donc ça c'est pas censé s'arrêter à la porte du tournage en fait, hein, ça nous concerne tous. Il y a donc tous ces enjeux de réglementation. Pour un annonceur aussi, ça va être se mettre en adéquation. Il y en a plein qui adhèrent au programme FAIR de l'UDM, donc de l'Union des marques. Donc avec ce qu'on fait en éco-socioproduction, on va pouvoir venir en support de leurs engagements. Que ce soit sur le côté social, diversité, inclusion, etc., mais aussi sur le côté environnemental.
Et voilà. C'est aussi en pub, en marketing, c'est aussi beaucoup en communication en général, c'est aussi beaucoup allier le fond et la forme. C'est-à-dire que forcément, quand tu fais une publicité pour un produit responsable, ça a commencé un peu comme ça d'ailleurs avec Garnier Bio, Garnier qui sort une marque de produits bio. S'est dit bon, ce serait peut-être pas mal qu'on commence à aligner nos pratiques, notre communication à nos pratiques, et donc voilà, accorder sa façon de produire son contenu avec le produit que l'on vend, voilà, histoire d'être un peu cohérent. Et d'ailleurs, c'est pareil, ça se vaut pour la publicité, mais ça se vaut aussi en fiction. Tu vois, quand t'as Canal+ qui sort L'Effondrement, par exemple, qui est une série sur l'effondrement potentiel de notre société, bah forcément, ils ont décidé de les coproduire. Voilà, ça peut commencer comme ça peut être un bon point de départ. Voilà, et donc nous, en termes de communication, en publicité, ça va être vraiment pour être raccord avec les attentes du consommateur finalement. C'est aussi important. C'est intéressant de voir du coup tes exemples comme le fond finalement a drivé la forme de la production. Et je trouve ça intéressant aussi de voir que les réglementations viennent aussi à la fois impacter fond et forme, quoi. Moi, j'aurais pensé directement plus au côté, effectivement, recyclage, gestion de l'énergie, etc. Mais effectivement, la loi climat vient impacter aussi le contenu même, donc il faut s'adapter, se former et respecter ces nouvelles réglementations, quoi. Exactement. Et en fait, il y a plein de façons d'arriver dans l'éco-production, dans l'éco-socio-production même, dans ces pratiques. Parfois, ça vient juste d'un micro-phénomène où on se rend compte sur la plage sur laquelle on va en vacances habituellement, et que cette année, je sais pas, il y a plus de bigorneaux, et là on commence à prendre conscience, et quand on revient au travail, on se dit OK, ce serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose et qu'on améliore un peu notre façon de faire, parce que je trie mes poubelles dans ma vie perso et puis je le fais pas arriver sur mon set de tournage. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez antinomique? Donc après, en effet, quand on parle d'éco-socioproduction, la face visible de l'iceberg, on va dire, ça va être beaucoup le tri des déchets, etc. Ça, en effet, c'est ce qui est visible. Mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin, et ça commence même dès la création, en fait. Hein. C'est vraiment réfléchir très en amont, d'ailleurs. C'est vraiment pas que ça sur le tournage, quoi. Est-ce que vous êtes beaucoup dans le secteur, dans le milieu de l'audiovisuel aujourd'hui, à vous intéresser à la production éco-socio-responsable, ou ça reste encore une niche Alors, en termes de société de conseil à proprement parler comme la mienne, on est peu nombreux. On est quelques-uns, mais on est peu nombreux. Après, on est peu nombreux en France, mais en tout cas, on est de plus en plus nombreux en Europe et dans le monde. Et ce qui est d'ailleurs très bien, puisque forcément, je voyage plus sur les tournages. Ce serait un peu stupide de venir prendre un avion sur ton tournage pour venir calculer ton impact carbone. Ça n'aurait pas trop de sens. Donc, on voyage très très peu. Je peux me rendre sur des tournages en Île-de-France ou en train, mais c'est tout. Et donc, on s'appuie vraiment sur un maillage local, donc qu'il soit en France. Je peux travailler avec des éco-référents qui vont être à Marseille, à Lyon. Voilà, on a un vivier maintenant qui commence à grossir. Et puis aussi sur des consultants qui font la même chose que nous, qui soient indépendants ou dans une société, qui soient, et donc en Europe ou même partout dans le monde. On fait partie, nous, chez Better Prod, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Green the Bid, par exemple, qui est spécialisé dans l'éco-responsabilité en publicité, et donc qui est un maillage de consultants voilà, partout dans le monde, sur lesquels les marques ou enfin en tout cas les gens qui veulent produire des contenus responsables peuvent s'appuyer. Et voilà, on suit tous à peu près. En tout cas, on est un peu certifié, on va dire. Et voilà. Et nous, on s'en sert beaucoup, parce que en publicité, c'est pas rare qu'on aille produire un contenu, qu'on le produise depuis la France, et puis qu'on délocalise et qu'on aille produire soit en Europe, soit un peu plus loin. Et donc, pour continuer cette action responsable, et même pour nous aider dans la collecte des données, etc., avec la prod, on va faire appel à ce maillage. Donc voilà,
des équipes, enfin en tout cas des gens qui s'intéressent au sujet, il y en a. Après, il y a aussi des prods qui deviennent de plus en plus responsables elles-mêmes, hein, sans forcément avoir besoin de s'accompagner de quelqu'un autour. En agence aussi, on commence à beaucoup y réfléchir, évidemment. Voilà, il y a des services RSE qui se montent un peu partout. Mais voilà, nous, on vient en support aussi de ces services-là. Donc voilà, donc on sent quand même une grosse recrudescence dans le secteur. La perception et la réception du discours éco-responsable n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 4 ans ou 5 ans, quoi. C'est le jour et la nuit, ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce que le secteur des agences, publicité, etc., historiquement est quand même assez concurrentiel et une concurrence qui est quand même plutôt rude. Et là, finalement, ce qui en ressort, c'est un vrai écosystème, un peu de l'entraide. Alors, c'est vrai. Et un peu naïvement, moi, j'ai vraiment envie de continuer à agir dans ce sens. Voilà, et plutôt que d'essayer de tout faire nous-mêmes, moi, j'aime bien l'idée de m'appuyer sur des acteurs qui font des choses, enfin voilà, et qu'on travaille main dans la main. Par exemple, je suis pas une spécialiste de l'impact du numérique. Je peux faire appel à d'autres sociétés qui vont être plus imbriquées là-dedans. Je travaille aussi avec j'ai déjà proposé des services pour certains clients de la fresque du film, par exemple. C'est pas moi qui l'ai monté, mais c'est un format que je trouve très intéressant à proposer, donc je le propose à mes clients parce que je vais pas essayer moi de remonter la même chose. Ça sert à rien quand il y a des formats qui sont très bien. Autant qu'on travaille main dans la main et voilà. Et aujourd'hui, en effet, il y a encore assez de place pour tout le monde dans ce milieu et on essaye plutôt de faire fonctionner l'intelligence collective que de se tirer dans les pattes. Donc moi, ça m'intéresse plus en effet. Selon toi, quels sont les facteurs incontournables, voire non négociables d'un écotournage ? Alors moi, déjà, j'aime bien déculpabiliser les gens parce que en fait, souvent quand on se dit allez, je vais essayer de faire une prod responsable, on s'imagine que tout doit être 100% éco-responsable. En fait, spoiler alerte, ça n'existe pas une prod 100% responsable. Donc voilà, la première étape c'est une prod responsable, c'est dès lors que vous commencez déjà à vous poser les bonnes questions et à mettre des choses en place. Voilà. Après, évidemment, les incontournables et surtout faciles. Donc, ça peut être les premiers pas. Ça va être le tri des déchets et une cantine responsable. Voilà, ça c'est parce qu'on va avoir vraiment la main dessus et c'est un peu macro, donc un peu facile. Pareil, éviter les voyages. C'est-à-dire que si tu me dis que tu veux faire une prod éco-responsable, mais que directement tu me dis que t'emmènes 50 personnes en Afrique du Sud en avion en business, c'est un peu antinomique aussi. Donc voilà, ça va être un peu des choses sur lesquelles il va falloir faire attention. Donc un tournage responsable, voilà, ça va être un tournage qui va prioriser l'économie circulaire, qui va pour les décors, je sais pas, en allant dans des ressourceries par exemple. Ça va être pour le stylisme issu de stock, de seconde main. C'est des choses aussi que, en fait, l'éco-responsabilité, c'est beaucoup de bon sens. Donc, c'est des choses que les gens font déjà, pour la plupart. Enfin, en tout cas, voilà, il suffit parfois juste d'aller un tout petit peu plus loin et puis de le valoriser, en fait, ne serait-ce que de faire un rapport d'éco-production pour valoriser les bonnes pratiques de ces équipes. Voilà, c'est déjà un point positif. Ben, on a beaucoup parlé du côté environnemental. Et, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la partie sociale de l'éco-socioproduction ? Bien sûr, c'est vrai que je tiens vraiment à ce que ce soit éco-socioproduction parce que pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment être à fond sur le côté environnemental si t'as pas un minimum de représentation sociale, enfin voilà, et de faire attention à tous tes comportements. Donc sur la partie sociale, ça va être plus dans le message de la publicité, ça va être travailler vraiment sur tout ce qui est mixité, parité, ne pas véhiculer de stéréotypes. Ça va être, enfin voilà, on a par exemple la grille de l'UDM pour faire attention à ça. Donc l'Union des marques, pareil, qui a vraiment un référentiel sur lequel on peut s'appuyer.
Donc, il suffit juste de se poser les bonnes questions. Après, il existe d'autres choses. En fiction, il existe le guide de l'écran d'après aussi qui va vraiment nous aider sur tout l'aspect social et changement sociétal vraiment en profondeur de notre contenu et de notre message. Donc, cet aspect social, c'est vraiment hyper important. Et puis, c'est pas que dans le message, c'est aussi derrière la caméra. Il y a encore aujourd'hui une grosse disparité. Il y a encore beaucoup plus d'hommes, par exemple, sur les métiers de techniques, pardon. Donc, il existe des collectifs aujourd'hui qui nous permettent d'essayer d'avoir un peu plus de femmes. Il y a Femmes à la caméra. Il y a le collectif 50-50. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se font. Et pareil, on travaille pas. L'idée, c'est pas du tout de travailler tout seul, mais c'est vraiment de s'appuyer sur des choses existantes et des collectifs existants et des associations existantes, pour essayer vraiment de faire attention à tous ces aspects. Il y a sur le côté diversité aussi, il y a les associations, il y a Diversity Days, il y a Div+, pour vraiment essayer d'amener de la mixité. On se rend compte que nos milieux de communication finalement, c'est quand même beaucoup de gens qui se ressemblent et c'est un peu dommage. Et donc, on parle beaucoup de mixité, de parité, d'inclusion, etc. Mais on fait tout ça à l'intérieur de notre microcosme. Donc, faut essayer de s'ouvrir un peu avec d'autres partenaires et d'ouvrir un peu les pratiques. Oui, parce que les personnes qui sont derrière la caméra ou en train de décider ce qui va se passer sur la production ont leur propre biais et effectivement ne vont pas voir que ça manque de diversité, qu'il y a des messages qui sont peut-être dérangeants, etc., quoi. Exactement. Ouais, forcément, on a chacun nos biais et on peut, même si on est la plus compréhensive des personnes et dans l'empathie, on pourra jamais réellement comprendre en interne ce que c'est d'être stigmatisé ou donc c'est hyper important d'essayer de faire comprendre ça dans notre milieu aux annonceurs, aux agences aussi qui pensent c'est vrai de toute façon dans la publicité depuis quelques années on fait vraiment attention à ça et c'est nécessaire et il y a encore du chemin donc voilà et parfois on nous dit même que c'est un peu ridicule parce que c'est trop appuyé, ça devient absurde parce que on a vraiment trop de diversité, que c'est presque plus assez représentatif de la France. En fait, je pense qu'on a besoin de passer par des périodes un peu radicales et puis après tout va se stabiliser. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est des questionnements qui sont vraiment nécessaires encore. Sur TikTok, à la sortie du trailer de La Petite Sirène, les parents filmaient des gamines du coup racisées qui pour la première fois voyaient en film une héroïne Disney qui était pas blanche quoi et en fait c'était moi j'en ai vu plusieurs vidéos, j'avais envie de pleurer tellement c'était émouvant moi je trouve que quand on voit ces vidéos on comprend vraiment l'impact de apporter plus de diversité sur nos écrans quoi. Bien sûr, c'est hyper important d'avoir des représentations, c'est hyper important. Alors moi, je suis une femme blanche de bientôt 40 ans, donc j'ai mes propres biais et j'essaie de faire attention et parce qu'en plus je travaille dedans, donc j'essaie vraiment au quotidien de faire très attention à ce que je fais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ne serait-ce que pour la cause féminine, on le voit, c'est hyper important d'avoir je parle de ce que je connais, du coup, moi je sais que c'est hyper important d'avoir des représentations féminines, rien que dans notre entourage, c'est pas du tout terminé en fait, le patriarcat est toujours là, sans être forcément féministe radicale, hein, mais c'est juste, en fait, c'est là, c'est dans notre quotidien, et on sait qu'avoir des représentations, c'est hyper important parce que si tu le vois, ça peut exister. Donc forcément, avoir des femmes astronautes, avoir des femmes chefs d'entreprise, et voilà. Même si aujourd'hui on a l'impression que c'est un combat, on en entend tellement parler que c'est facile. Non, en fait, je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et donc ne lâchons rien. Et donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres sur le féminisme, mais c'est hyper important. Et en effet, en publicité, on a
ou dans les médias en général d'ailleurs, on a une grosse responsabilité avec ça. On peut faire passer des messages, donc à la fois sur le côté social, et puis même si on revient sur le côté environnemental, c'est pareil en fait. On a un vrai pouvoir. Voilà, c'est Agathe Bousquet, la présidente de Publicis, qui reprend à grand pouvoir, grande responsabilité, la phrase de Spider-Man. Et en fait, elle explique à plusieurs reprises que, en effet, la publicité pendant des années a eu le pouvoir de faire surconsommer les gens et de mener les gens vers une direction qui finalement n'est pas la bonne. Hein, on s'en rend bien tous compte. Et donc aujourd'hui, essayons de renverser la tendance, et la publicité peut aussi avoir ce pouvoir-là d'amener des nouveaux imaginaires, et de faire consommer mieux. Alors peut-être que dans un idéal, il faudrait aussi produire moins. On y viendra après. Mais voilà, ouais, on a un pouvoir, et que ce soit de la publicité, mais aussi comme je te disais, je travaille aussi en fiction et en télévision. Bah, quand en télévision de flux, tu travailles sur un concours télévisé qui va être regardé par 5 millions de téléspectateurs, et ben pareil, tu as forcément une influence, et que ce soit sur les représentations sociétales que tu mets à l'image, ou environnementales, sur le comportement des gens qui vont être à l'image. C'est hyper important d'y faire attention, quoi, et de l'avoir en tête, bien sûr. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se former à la production éco-socio-responsable? Est-ce que tu as des ressources à nous partager, par exemple? Oui, alors aujourd'hui, il existe plein de choses. Donc aujourd'hui, tu as de la chance. Tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, c'était plus compliqué. Donc déjà, c'est vraiment, en termes de formation, ça y est, il existe des choses. Il y a le CPNEF de l'audiovisuel qui a validé des formations. Donc il y a même des formations certifiantes aujourd'hui où tu peux devenir éco-référent, éco-manager. Enfin, c'est des gens qui sont à la base plutôt en production, en régie, et qui vont pouvoir faire de l'éco-production et avoir une certification. Donc ça, déjà, c'est génial. Et puis après, si juste tu as d'autres choses, tu as EcoProd, donc qui est une association qui existe depuis 2009, qui est une association spécialisée donc sur l'éco-responsabilité en audiovisuel. Et donc eux, depuis très longtemps aussi, ils ont un parcours EcoProd qui est un parcours en 2 jours sur lequel tu peux avoir une sensibilisation et te former à l'éco-production. Alors bien sûr, en 2 jours, c'est en surface, hein, ça se fait pas en 2 jours, mais ça va te donner quelques bases, et puis après, tu peux aller chercher un peu, aller creuser un peu plus. Et en termes de communication responsable, je ne peux que te conseiller de suivre Mathieu Janisch, par exemple. Bon, je dois pas être la première à te le citer. Mais voilà, c'est vraiment qui en parle très bien, et voilà, du greenwashing, etc. Et qui voilà, qui démocratise la communication responsable. Ne mâche pas ses mots non plus. J'aime bien aller le voir quand il y a des conférences stratégie. C'est un peu le poil à gratter de l'Assemblée, et c'est assez agréable. C'est quoi les principales difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ton travail avec l'agence A Better Prod? Alors, les principales difficultés aujourd'hui, nous, ça va être notre travail, c'est beaucoup de pédagogie. Parce que on s'adresse à des gens, que ce soit en amont sur la prépa, aux agences, etc., mais ou aussi sur les tournages directement. On va s'adresser à des gens qui ont parfois 20 ans de métier, voire 30. Et donc, d'un coup, tu leur dis que ce qu'ils font, c'est peut-être pas génial, qu'il faut revoir un peu ses pratiques, ses process. Donc il y a tout un aspect voilà, pédagogique qu'il faut vraiment pas léser sur le conseil, et voilà, faut vraiment être à l'écoute. D'où l'importance aussi qu'on soit des gens vraiment issus du milieu de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'on ne peut faire on pourrait pas venir d'un cabinet RSE dans un bureau à Boulogne. Si on n'était jamais passé par un tournage, on pourrait pas conseiller les tournages, parce que c'est vraiment tellement spécifique qu'il faut parler le même langage que les gens qu'on a en face de nous. Donc c'est beaucoup de pédagogie, et après, alors si on a un problème terrible, mais on est en train d'y pallier, c'est la collecte des données pour faire les bilans carbone. Et ça fait vraiment des années qu'on a beau accompagner les prods, les prévenir des informations qu'on va avoir à collecter, etc.
c'est assez compliqué parce que c'est assez exhaustif, que les gens n'ont pas l'habitude et qu'en plus on leur demande en général ceux qui vont être nos alliés sur ce poste, ça va être la production, la régie majoritairement, et c'est des gens qui ont déjà beaucoup de travail et à qui on va demander du travail en plus, évidemment en général sans les payer en plus. Donc même si c'est pas hyper long, c'est nouveau et donc voilà, on peut avoir des réticences un peu là-dessus. Et puis c'est un peu exhaustif quoi. Donc voilà, donc on est en train de travailler là-dessus, on est en train de monter un outil pour aider les prods, d'ailleurs une application qui devrait sortir en septembre. Ça a été un peu retardé, mais voilà. J'espère que ça pourra aider les prods et faciliter ce côté très pénible de collecter les données pour faire un bilan carbone. Mais c'est un sujet dans toutes les entreprises, je pense. J'en discutais il y a pas longtemps avec une photographe qui me racontait que elle avait fini en burn-out dans son ancienne entreprise parce qu'elle avait été par son intérêt pour la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mis dans le projet de bilan carbone et en fait ça prenait tellement de temps et tellement d'énergie sans réduire sa charge de travail déjà de base que ça a terminé en 6 mois, elle était plus capable de travailler quoi. Ah non, mais alors, ok, bon, alors déjà, détendons tout le monde s'il y a des gens qui nous écoutent. Alors, un bilan carbone, ça reste un estimatif carbone. C'est pas grave, c'est pas au kilo près, c'est pas au kilomètre près, parce que c'est des choses qu'on va vous demander. Donc, faut pas se mettre dans cet état, mais je comprends, parce qu'en plus, forcément, on tire un fil et derrière, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser quand vraiment on essaye de faire les choses très sérieusement. Donc voilà. Après, nous, en audiovisuel, on a des outils, le Carbon Clap, notamment d'EcoProd, c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Après, en publicité, tu peux utiliser AdGreen aussi, qui est un outil anglais, mais le Carbon Clap d'EcoProd fonctionne très bien. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont dédiés à faire des bilans carbone pour l'audiovisuel. Donc, c'est vraiment audiovisuel au sens large. Et donc, en fait, ça va vraiment t'aider à chercher, juste collecter les infos qui sont liées à nos métiers. Donc ça peut aider. Mais en effet, hein, ça peut être très très chronophage. Donc il faut le faire sérieusement, évidemment, le mieux possible, mais faut aussi avoir en tête que ça reste juste un estimatif, qu'il y a une marge d'erreur et que c'est déjà en effet, c'est déjà la base de se dire commençons par savoir où on en est. Savoir où on en est pour savoir où on va, donc pour pouvoir se donner des objectifs de réduction carbone derrière, c'est important de le faire. Mais en effet, ça reste une estimation. Ouais. Ça peut être aussi le moment de réaliser qu'effectivement, il y a des zones d'ombre où on a moins d'informations et de chercher à en avoir plus pour l'année suivante, quoi. Exactement, oui, c'est en fait, mais toute la démarche d'éco-socioproduction, elle est évolutive, hein. C'est une démarche qui se fait sur le long terme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le tout, c'est de commencer. Donc, parce que sinon, on peut être un peu pétrifié par ce truc de se dire, même ne serait-ce que pour faire un bilan carbone, si tu te dis, j'ai pas toutes les infos, donc je le ferai le mois prochain. Mais en fait, si tu t'y mets jamais, voilà, c'est forcément un cercle vicieux. C'est-à-dire que vaut mieux commencer à avoir quelque chose d'un peu approximatif. Tu vas t'habituer à l'exercice et forcément, ça va être de plus en plus précis au fur et à mesure. Bien sûr, ouais. Alison, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Alors, si tu me dis slow marketing, direct, je me dis, avec mon côté un peu utopiste, peut-être, de ralentir les contenus, c'est-à-dire le nombre de contenus. Peut-être essayer de produire moins, mais mieux. Et c'est vrai que c'est un des biais, c'est un des leviers, pardon, sur lesquels on va se baser quand on travaille au long terme avec un client ou une agence, avec un annonceur. On va essayer de se poser les bonnes questions très très en amont, c'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment besoin de produire ces 10 grosses campagnes cette année? Je caricature hein, évidemment, mais est-ce qu'on peut essayer de mutualiser déjà notre campagne, notre tournage et ensuite d'utiliser les contenus sous différentes formes, de les réutiliser pour pas refaire un shooting aussi rapidement. Donc voilà, c'est vraiment essayer pour moi, slow marketing, ouais, c'est vraiment essayer de tout revoir avec un
avec un peu des lunettes où on se calme un peu, on réfléchit un peu à ce qu'on fait et essayer de produire un petit peu mieux, quoi. Très intéressant. Et selon toi, question de la fin, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast pour parler marketing responsable et pourquoi? Alors, je pense que tu devrais inviter Damien Kuhn, qui est un de mes amis, parce que lui nous a pas du tout attendu pour faire de la communication responsable. Il a une société qui s'appelle Agence Producteurs Locaux. Et c'est une société de production et ils mettent en avant les producteurs locaux dans les régions et dans les grands supermarchés. Et il fait ça, je crois, depuis 2007 ou un truc comme ça. Hein. Donc c'est vraiment bien avant l'heure. Il a pas surfé sur la vague. Donc voilà. Et en plus, il a un mindset hyper positif. Donc je pense que il pourra t'amener plein de choses. Et deuxième personne, je pense que tu pourrais inviter Anne Boisse. Anne Boisse, c'est une de mes amies aussi, évidemment. Et elle fait de la communication pour les ONG. Donc rien à voir. Mais pourquoi ça peut être intéressant? Parce que c'est un personnage un peu plus radical. Parce que justement, elle ne travaille pas en publicité comme moi, où je travaille avec des annonceurs et je suis obligée d'arrondir un peu les angles de temps en temps. Elle travaille pour des ONG, elle a des convictions qu'elle assume et donc elle est un petit peu plus radicale sans non plus être complètement folle, hein, rassure-toi. Mais en tout cas, je pense qu'elle peut avoir des opinions un peu plus tranchées sur certains points de vue et voilà, ça peut être intéressant pour toi. Ok, super intéressant. Ouais, on a besoin de radicalité aussi, je pense. Complètement. Et moi, ça me fait beaucoup de bien quand je discute avec elle parce que forcément, on est tous chacun dans notre microcosme. Enfin voilà, moi, je suis entourée de gens qui travaillent en publicité et en audiovisuel en général, mais forcément, ma réalité n'est pas forcément la même que mon voisin et que elle qui travaille en ONG. Et voilà, donc forcément, ça fait du bien de faire évoluer son discours à travers les autres. Écoute Alison, merci beaucoup pour ton temps et toutes ces ressources. J'ai pris énormément de notes durant l'interview. N'hésite pas si tu as besoin. Je rajouterai dans les ressources notamment ton profil LinkedIn et le site A Better Prod. Est-ce que tu as des actualités ou quelque chose que tu voudrais partager? Un petit mot de la fin. On a de plus en plus de demandes. Si vous avez envie de travailler en production responsable, que vous avez déjà fait de la prod ou de la régie ou de la communication en général, dans les secteurs de la publicité, de la télévision ou de la fiction, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On sera ravis de lire votre CV, vos envies. Et puis voilà, allez-y, produisez de manière plus responsable. Tout c'est de commencer, faut y aller. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.